Cet après-midi, nous allons parler blockchain. Présentation de ce qu'est la blockchain et présentation des cas d'usage de la blockchain. Et nous sommes très heureux d'accueillir avec nous Julien Bonnel, qui est un des experts à l'échelle locale dans le domaine de la blockchain. C'est ce projet dont je vous ai parlé ce matin que nous avons accompagné pendant les étudiants cette année autour de l'application IOP. Et j'ai demandé à Julien qu'il vous fasse d'abord une présentation de ce qu'est la blockchain, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais vu de l'intérieur, quelles sont les fonctionnalités technologiques, comment ça marche une blockchain, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quels sont les enjeux, et puis on va peut-être un petit peu glisser sur tous les sujets NFT et métaverse. Donc un grand merci Julien pour ta présence, et tu vas également parler des initiatives locales, notamment Blockchain Innove, et de toutes les associations qui sont en train de se mettre en place dans le monde de la blockchain. Donc, merci Julien. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marina pour l'invitation. Je vais commencer par me présenter. Donc, Julien Bonnel, je travaille dans l'informatique, dans l'édition de logiciels, plus précisément. Et ça fait quelques années que dans ce cadre-là, je m'intéresse à la blockchain depuis 2014 précisément. À côté de ce travail autour de l'industrie du logiciel, j'anime, je coordonne différents collectifs et différentes associations sur le territoire et national, notamment un collectif qui se nomme le Côte d'Azur Blockchain Stamped et l'association Blockchain Innove, qui ont pour vocation de réunir des acteurs de la blockchain. Je vais rapidement introduire, avant de commencer dans le vif du sujet, Blockchain Innove, en fait, qui est tout jeune, en fait, qui prend la suite du collectif Côte d'Azur Blockchain Stamped, qui, ces derniers mois, a organisé plusieurs événements sur nos territoires, en collaboration avec des territoires à l'international, notamment le Canada, l'Allemagne, l'Inde, et d'autres régions en France comme Lyon, donc le Blockchain Stamped. On avait organisé un événement en septembre dernier où on avait pendant une semaine fait des cycles de conférences, tables rondes, avec des acteurs professionnels, des acteurs académiques autour de la blockchain. Au mois de février, on a organisé un hackathon. Il y a plusieurs participants de Delcaté qui étaient là. Il y avait un projet qui était porté Maxime, qui a porté un projet pendant ce hackathon. Et donc, dans la continuité de ce collectif, on a créé l'association Blockchain Innove, qui a pour vocation de réunir tous les acteurs autour de la blockchain qui souhaitent explorer, promouvoir les usages, les innovations autour de ces technologies, sachant que les usages sont très nombreux. Il y a les crypto-actifs, les crypto-monnaies que tout le monde connaît, il y a les tokens, les NFT, les métaverses. Et donc les champs d'usage sont très larges. L'objectif, c'est d'organiser des événements, faciliter les rencontres entre les différents acteurs, rassembler, animer et mettre en relation les différents acteurs et usagers. On est dans la continuité des actions qu'on avait menées avec le Côte d'Azur Blockchain Stamped. Donc dès aujourd'hui, on a des champs d'action sur des événements nationaux avec des partenaires. On a participé au mois de mai au premier événement NFT blockchain autour du cinéma à Cannes. On a participé il y a 3 semaines à un événement, le Crypto Days, qui est porté par le pôle compétitivité, finance et innovation, qui rassemble tous les acteurs de la finance et de l'assurance, acteurs historiques pour acculturer à la blockchain. On a un certain nombre d'événements qui sont planifiés d'ici la fin de l'année. On est une association qui est ouverte à tous les acteurs, individuels et entreprises de toute taille, collectivités académiques. Et dès aujourd'hui, malgré qu'on soit une association jeune, on a un bureau, un board
formé avec beaucoup de professionnels qui nous accompagnent autour des différentes thématiques liées à la blockchain, autour des métaverses, des NFT, des crypto-monnaies, des applications dans la défi. Voilà, on est paré pour être dans l'action. Bon, c'est la petite autopromo de l'association. Et donc je vais commencer par une petite introduction à la blockchain pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a dans la salle, et pour rappeler les fondamentaux. Donc la blockchain, comment ça marche? Donc l'idée c'est que deux entités, deux personnes s'accordent sur une transaction. Cette transaction est cryptée, validée par un consensus. Le consensus c'est un code informatique avec plusieurs types de consensus, Proof of Work, Proof of Stake, qui vont permettre de valider que cette transaction est correcte, l'enregistrer de manière permanente et modifiable dans un nœud qui va être dupliqué sur X nœuds, X serveurs. Et ça, c'est une version très simplifiée, mais c'est le fondamental de la blockchain, c'est qu'une donnée, une fois qu'elle est enregistrée, par des mécanismes qui n'ont pas besoin de tiers de confiance, une fois que cette donnée est enregistrée, elle est fiable puisqu'elle ne peut pas être modifiée, altérée. Et c'est ce qui permet le fonctionnement d'une crypto-monnaie comme le Bitcoin. C'est le Bitcoin qui est à l'origine des spécifications qui définissent ces règles liées à la blockchain. La valeur de la blockchain, du coup, c'est d'avoir une technologie qui, sans intervention humaine, va permettre de gérer un registre de données, qui va permettre de gérer sans autorité centrale des transactions digitales sécurisées et inviolables. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est de plus en plus digital. De plus en plus d'acteurs ont besoin de partager des données. Ces acteurs, souvent, sont simultanément partenaires, mais aussi concurrents. Et donc, il est primordial aujourd'hui d'avoir un mécanisme qui permet de gérer des données sans qu'un des acteurs en soit réellement propriétaire. Ce sont des technologies qui sont totalement transparentes, puisque reposantes sur de l'open source. Le Bitcoin, dès son lancement, a partagé ses spécifications au monde entier. Les sources ont été accessibles à tous, totalement auditables. Et c'est ce qui a permis aussi la croissance des technologies, puisque sources accessibles, facilement duplicables. Et c'est ce qui a généré la multiplication ces dernières années de nombreuses blockchains. Et ça reste des technologies fiables qui permettent d'assurer la confiance entre différentes parties prenantes. Donc j'ai schématisé pour aller vite, pour simplifier, mais pour simplifier, donc la blockchain telle que je l'ai décrite, c'est la blockchain originelle qui a été créée en 2008 par les créateurs de Bitcoin, qui ont partagé ces spécifications techniques et agrègent un ensemble de technologies qui permettent de gérer des wallets, porte-monnaie, des crypto-monnaies, de stocker des transactions simples dans la blockchain. Quelques années après, en 2015, naissait Ethereum, qui enrichissait cette technologie en y ajoutant la capacité à stocker du code dans la blockchain. Donc en plus des wallets et des transactions, capacité à stocker du code informatique permettant de faire fonctionner des programmes. Donc on appelle ça les smart contracts, qui permettent d'avoir des bouts de code informatique qui s'auto-exécutent au sein d'une blockchain. Et ça a ouvert un champ de possibilités assez important, parce que ça a permis la création des smart contracts, qui eux-mêmes sont à l'origine des tokens. Tokens qui sont à l'origine de beaucoup de crypto-monnaies un peu plus évoluées que les crypto-monnaies de base comme le Bitcoin. Tokens qui sont à l'origine de fonctions comme les NFT, qui sont beaucoup aujourd'hui utilisés. Smart contract tokens qui sont à l'origine des DAO, des applications décentralisées,
et des défis, les applications décentralisées pour le monde de la finance. Donc ça a ouvert un spectre d'usage assez important. On en est encore au tout début. Et s'esquisse actuellement on va dire la version V3 de la blockchain, qui a pour particularité aujourd'hui de s'ouvrir vers l'extérieur. Ouverture vers l'extérieur via des mécanismes, vers les métaverses, vers tout type d'application, grâce au smart contract, grâce au token, grâce au NFT. Et donc la particularité aussi du Web 3.0, c'est faire la liaison entre le monde digital et le monde physique. Ça, on va le voir ensuite. Alors, je ne sais pas si en termes de format, s'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est une application décentralisée d'application object. En fait, c'est capacité à avoir de la même manière que les transactions sont totalement décentralisées, on va avoir des bouts de code qui sont totalement décentralisés et partagés dans la blockchain. Donc la blockchain aujourd'hui, très rapidement, il y a certains acteurs institutionnels qui ont identifié les capacités, on va dire, révolutionnaires de la blockchain, notamment le World Economic Forum, qui très rapidement a positionné cette technologie comme faisant partie des technologies qui vont être moteurs à la 4e révolution industrielle. Donc World Economic Forum, qui a très rapidement communiqué sur le fait que la blockchain serait révolutionnaire en termes de registres décentralisés et inaltérables, s'attaquant à des mécanismes aujourd'hui gérés par des institutions financières. World Economic Forum, qui a mis en exergue les capacités de la blockchain pour gérer des identités et des personnes, notamment dans les pays en voie de développement qui ne sont pas équipés de systèmes tels que nous pouvons l'être nous aujourd'hui dans le monde occidental. Et on voit qu'aujourd'hui en Afrique, il y a énormément de déploiements de systèmes permettant de gérer des identités, gérer des mécanismes liés à l'éducation, à la santé, via des blockchains, en Éthiopie, au Nigeria et dans d'autres pays. World Economic Forum qui a positionné la blockchain faisant partie des technologies qui allaient révolutionner le monde financier, et World Economic Forum qui a positionné la blockchain comme révolutionnaire dans la gestion d'actifs décentralisés. Ça, c'était il y a déjà quelques années. Et ça se vérifie. Les applications de la blockchain sont nombreuses. La plus connue, le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies qui existent, ce sont les crypto-monnaies. Mais ensuite, on peut citer les identités digitales, la sécurisation de données, de transactions, l'authentification, l'autorisation, les contrats intelligents qui offrent des perspectives assez importantes, la sécurisation des objets connectés, traçabilité, bien actif, les usages sont nombreux. Les freins au déploiement des technologies blockchain, ça reste une technologie jeune qui a aujourd'hui 14 ans. 14 ans sur sa forme V1, Bitcoin, mais 7 ans sur sa forme V2, Ethereum, 2015. La force de ces technologies, c'est qu'elles reposent sur de l'open source, donc sur des grosses communautés de développeurs qui font rapidement évoluer les technologies, qui ont capacité aussi à cloner, à dupliquer ces technologies qui font qu'aujourd'hui on a énormément de crypto, on a énormément de blockchains différentes qui naissent, qui meurent. L'inconvénient, c'est qu'on est sur des processus qui peuvent être plus créatifs qu'industriels, et qu'on reste aujourd'hui dans une phase où de nombreuses implémentations de blockchain cohabitent avec des blockchains qui évoluent vite. Donc il peut être compliqué aujourd'hui pour des acteurs, pour des entreprises, de choisir la bonne blockchain en fonction des cas d'usage. Et justement, il n'y a pas de bonne blockchain. En fonction des cas d'usage, on peut être amené à utiliser différents types de blockchain.
Et on peut aussi, en fonction des cas d'usage, de faire cohabiter plusieurs blockchains différentes. Donc les freins aujourd'hui au déploiement de technologies blockchain, ça reste leur jeunesse et le fait qu'elles sont en permanente encore évolution. Mais c'est ce qui aussi fait qu'elles évoluent rapidement et qu'elles collent aux nouveaux usages. Des questions ? Il est vital de réfléchir. Après, la blockchain ne résout pas ne permet pas de résoudre tous les cas d'usage et tous les problèmes, mais effectivement, il est important d'y réfléchir et de voir comment implémenter les blockchains, sachant que la blockchain souvent a une tendance à avoir des impacts forts aussi sur les processus. Sur les modèles économiques associés au processus. Donc souvent, lorsqu'on va implémenter la blockchain, ça va ouvrir un spectre en termes de cas d'usage, en termes de capacité à interagir avec ses partenaires, avec ses clients, ses concurrents. Donc on n'implémente pas la blockchain pour remplacer une base de données, simplement. On implémente la blockchain pour rendre des données accessibles au plus grand nombre, mais en réfléchissant à comment on ouvre, on fait évoluer ces process. Donc c'est pas remplacer un système par un autre. Ça nécessite souvent de repenser l'organisation. Et ça répond à la question. Et j'ai un exemple, un des cas d'usage, un des exemples, c'est les NFT. Les NFT qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés, qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui par les artistes, hein, comme un moyen de vendre leurs œuvres par un autre canal que celui qu'ils utilisaient avant. Et ça a été très utile, notamment pendant le Covid. Mais moi, j'ai échangé avec beaucoup d'artistes qui se sont mis à un moment donné Covid étant ici, à vendre leurs œuvres via des mécanismes de NFT. Les mécanismes de NFT ont permis à ces artistes de rencontrer de nouveaux acheteurs qui n'allaient pas dans les galeries, qui ne connaissaient pas via les canaux traditionnels. Donc ils se sont mis à vendre leurs œuvres aux États-Unis, en Russie, en Asie, de chez eux. Ils ont commencé à recevoir des crypto-monnaies. Donc lorsqu'ils ont commencé à utiliser les NFT à la base, souvent c'est des artistes qui étaient 2D, hein, qui peignaient, qui avaient un format traditionnel. Déjà de vendre sous format digital, ça les a poussés souvent à aller vers des productions 3D et plus numériques que ce qu'ils faisaient avant. Et recevoir des crypto-monnaies, ça les a aussi forcés à réfléchir sur comment gérer au mieux ces crypto-monnaies, parce qu'aujourd'hui on est dans un cadre compliqué. Lorsqu'on touche des crypto-monnaies, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire de ces crypto-monnaies et est-ce qu'on va les transférer directement à la banque ou on va les utiliser pour investir sur de nouveaux projets. Et donc souvent ils se sont mis à investir sur de nouveaux projets, souvent ils se sont mis à former leurs pairs dans l'utilisation du digital, dans l'utilisation des crypto-monnaies. Et beaucoup ont vu complètement leur métier se transformer tout simplement parce qu'ils ont adopté ces nouvelles technologies. Ils sont allés vers ils ont fait souvent évoluer leur modèle économique, ils ont souvent fait évoluer leur création artistique. Donc souvent, la blockchain a un fort impact sur lorsqu'on commence vraiment à l'implémenter. D'autres questions sur cette première Oui. Oui.
Non, la blockchain 2.0, pour moi, elle est toujours elle est toujours en train de se développer. Hein. 3.0, j'ai mis 3 petits points. 3.0, c'est l'ouverture des blockchains avec des systèmes tiers. Je prends l'exemple du métaverse, qui sont des technologies qui existent depuis une vingtaine d'années, réalité augmentée, réalité immersive, et qui avaient du mal à se développer. Et la blockchain, venant s'insérer dans les processus des métaverses, permettent aux métaverses de trouver des sources de financement, permettent aux métaverses de trouver des protocoles informatiques permettant de partager des données entre les métaverses et les autres métaverses, voire les mondes physiques. Donc c'est ça pour moi le Web 3.0, c'est la blockchain qui vient s'intégrer dans des processus tierces. Pour l'instant, elle n'existe pas encore. Elle n'existe pas encore parce que il y a quelques initiatives. Polkadot, par exemple. Mais on est encore à une période où on est encore à une phase où il y a on va dire presque une compétition entre les différentes blockchains en termes d'utilisateurs, de base. Donc il n'y a pas une volonté non plus réelle de travailler sur l'interopérabilité. Souvent, ceux qui travaillent sur l'interopérabilité, c'est pour faciliter la migration des utilisateurs d'une blockchain vers leur blockchain à eux. Donc il y a de plus en plus d'initiatives. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Ethereum y travaille parce que c'est une des communautés les plus actives. Et c'est à partir de cette communauté que sont nés beaucoup de spécifications, parce qu'il y a l'aspect technologique, mais pour qu'une technologie puisse se développer, il faut qu'il y ait des acteurs qui définissent un cadre d'usage, de spécification. Et Ethereum a une communauté très active qui a su normaliser un certain nombre de types de tokens qui sont aujourd'hui à l'origine d'une grosse partie des applications autour des tokens, des NFT, et qui sont reproduits par les différentes blockchains. Donc voilà. Oui. Les exemples, c'est déjà pour qu'une IA puisse fonctionner correctement, elle a besoin d'avoir des données correctes. La blockchain peut participer au processus de certification des acteurs qui alimentent l'IA et des données qui alimentent l'IA. Ça fait partie des cas d'usage qu'on a identifiés. Donc la blockchain peut participer à la sécurisation et la traçabilité des données qui alimentent l'IA. C'est un des premiers cas d'usage. J'ai vu qu'il y avait aussi des cas d'usage où des blockchains utilisaient l'IA pour travailler sur des consensus un peu plus évolués. Voilà, aujourd'hui les deux cas d'usage que j'ai identifiés. Ensuite, j'avais prévu, je vais aller très vite, une partie sur la levée de fonds, mais c'est aussi surtout un petit focus sur les tokens, donc la blockchain 2.0, ce qu'a ouvert Ethereum. Ce qu'a ouvert Ethereum, c'est la création des tokens. Donc les tokens, ça existe dans l'économie réelle, ça existe depuis très longtemps. Hein. C'est les premières monnaies, c'est les premiers jetons qui sont une sorte de monnaie, un signe de reconnaissance utilisé depuis l'Antiquité. Et donc dans l'univers blockchain crypto, Ethereum a introduit la notion de tokens qui sont pilotés en fait par les smart contracts. Et ces tokens ont multiplié, ont permis énormément d'usages, enfin les smart contracts et les tokens ont permis énormément d'usages supplémentaires à la blockchain que la crypto-monnaie, notamment tous les mécanismes de tokens
qui vont permettre de gérer du financement, du transfert de propriété. Donc les principaux jetons aujourd'hui, c'est les jetons fongibles qui vont permettre de gérer des crypto-monnaies, mais aussi de pouvoir gérer du découpage de valeurs d'œuvres d'art, de sociétés, de tokeniser des immeubles. Donc, avec des normes comme les ERC20, les ERC223, les ERC777, les ERC 1400. Donc ERC, c'est le nom de la spécification. Et ERC, justement, c'est produit par la communauté Ethereum, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est vraiment la communauté Ethereum qui a lancé tous ces tokens, en fait, hein, qui est à l'origine de la définition des règles liées au smart contract qui gèrent ces tokens. Il y a les tokens non fongibles, les fameux ERC721, qui ont permis la création des NFT. Et donc NFT qui aujourd'hui permettent de gérer, comme ils sont non fongibles, uniques, qui permettent de gérer des titres de propriété, qui pas des titres de propriété de tout type, d'œuvres, de diplômes, de noms de domaine, tout est envisageable. Et aujourd'hui, on a des tokens aussi un peu plus évolués, des smart contracts, qui vont permettre de gérer simultanément des tokens fongibles et des tokens non fongibles, ce qui va permettre des usages simplifiés pour gérer des grands nombres de tokens ou sur des tokens standards, ça peut être un peu laborieux d'un point de vue technique pour les créer et les gérer. Donc, merci Ethereum déjà pour tout ce qu'ils ont fait autour de ces tokens. Et ces tokens aujourd'hui sont à la base des principaux mécanismes qui permettent de trouver des financements via la blockchain et les tokens. Donc, on va dire il y a deux mécanismes aujourd'hui qui sont les plus utilisés dans le monde entier. Après, en fonction des zones, c'est plus ou moins simple ou plus ou moins compliqué. Donc, les ICO. Donc une offre initiale de jetons qui va permettre de vendre des jetons utilitaires qui vont permettre à des sociétés en échange de jetons utilitaires de pouvoir encaisser des crypto-monnaies avec des processus relativement simplifiés lorsque les montants restent faibles et qui vont être une source de financement complémentaire puisqu'on va pouvoir adresser des acteurs du financement qui ne sont pas des investisseurs professionnels et ça va permettre notamment à beaucoup de sociétés du Web3 de s'adresser directement à des utilisateurs potentiels de leurs solutions, à des particuliers pour les associer à leur levée de fonds, sans diluer leur capital. Donc très simple d'accès. Il y a eu beaucoup d'abus, enfin il y a quand même des freins réglementaires, mais il y a eu aussi beaucoup d'abus, parce qu'on vend des jetons utilitaires. Qui dit jetons utilitaires, il faut vraiment que autour de ces jetons, il y a des réels usages, des réelles fonctionnalités. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'abus et sur beaucoup de projets, il y avait des jetons qui, dans les faits, n'avaient pas tant de valeur que ça et pas tant d'utilité. Ensuite, il y a le STO, donc financement qui permet mécanisme qui permet de... Excusez-moi. Mécanisme qui permet de lever des fonds en crypto-monnaie, qui se rapproche de mécanismes standards financiers, donc qui se rapprochent, qui sont liés, enfin qui sont soumis à des réglementations strictes, mais qui restent beaucoup plus simples à mettre en œuvre et plus rapides que des mécanismes traditionnels. Et après, il y a les NFT, on en a parlé précédemment, qui peuvent être aussi utilisés pour lever des fonds. Voilà. Donc on a ces mécanismes aujourd'hui qui sont en place, avec plus ou moins de facilité à les activer en fonction des zones géographiques, en fonction des réglementations, avec des avantages certains en termes de facilité d'accès, rapidité,
capacité à accéder à des investisseurs qu'on ne va pas trouver sur des canaux traditionnels. Ça peut être des alternatives ou des compléments de financement, mais aujourd'hui, avec beaucoup d'inconvénients par rapport au fait que qu'il y a beaucoup d'instabilité encore sur tout ce qui est cryptoactif. On l'a vu ces dernières semaines sur les taux. Beaucoup d'instabilité, beaucoup de risques liés aux réglementations, liés aux partenaires, aux acteurs traditionnels de la finance et des banques qui restent très frileux aujourd'hui sur ces mécanismes-là. Et aussi beaucoup d'acteurs qui se positionnent sur ces levées de fonds qui sont pas si transparents que ça, qui sont pas si professionnels que ça, et qui ont aussi mis un froid sur le marché. Voilà, c'était un petit focus rapide sur le sujet. Voilà, mais c'est pour montrer les usages des tokens. Question ? Donc je continue. Ah, oui. C'est sur l'offre. Aujourd'hui, c'est une grosse partie de la valeur intrinsèque des tokens, et c'est une grosse faiblesse. Et on voit qu'il y a aujourd'hui le marché qui s'autorégule. Hein. On ne pouvait pas avoir des investissements qui rapportaient des taux incroyables sans qu'on revienne à une normale. Donc, on est effectivement sur des marchés aujourd'hui dont la spéculation pose un réel souci. Et c'est souvent la spéculation justement d'interaction entre ces crypto-monnaies, ces crypto-actifs et les monnaies fiat. Et on voit aussi dans des périodes assez troubles comme aujourd'hui, on voit que politiquement, il y a aussi des guerres politiques derrière ces actifs-là. On a très bien vu que ça a été un enjeu aussi au niveau de la guerre actuelle, hein, pour accepter des dons. Il y a eu une ouverture des crypto-monnaies très tôt. La Russie aussi a joué sur les crypto-monnaies puisque elle a bloqué le paiement de ses ressources énergétiques en monnaie dollar ou non rouble à ses non-partenaires, on va dire. Donc elle les a forcés à utiliser le rouble pour acheter l'énergie. Mais elle a autorisé ses partenaires, ses alliés, à utiliser les crypto-monnaies pour payer ces mêmes énergies. Donc l'Inde et la Chine, même si on sait que la Chine a quand même des soucis aussi avec les crypto-monnaies, ont été autorisés à utiliser ces actifs-là pour payer l'énergie. Donc on voit qu'on a des guerres assez... on a un marché qui est aussi soumis à des perturbations extérieures. D'autres questions ? Donc là, je vais aborder une autre partie qui est la blockchain et le Web 3. Donc il se trouve, comme je vous disais, que je travaille dans une société qui est éditeur de logiciels. On est éditeur logiciel qui accompagnons les marques et les commerçants, les retailers dans leur digitalisation, dans tout leur processus de vente. Et donc on accompagne un certain nombre de... Vous voyez les marques derrière, au quotidien sur tout ce qui est commerce, logistique. Et donc on s'intéresse fortement on est un acteur aussi qui accompagnons la progression du Web 3 auprès de ces marques et de ces commerçants, avec
quelques chiffres qui montrent aujourd'hui qu'on est, on est sur une révolution qui est en marche, hein, et qui fait qu'aujourd'hui, on voit qu'en termes de chiffres, si on prend quelques indicateurs, les NFT, en 2022, on est à 9 milliards de volume de transactions de NFT, contre 500 millions en 2020. En nombre d'utilisateurs de blockchain, de wallet, aujourd'hui dans le monde, on est à 450 millions. On considère qu'il y a 450 millions d'utilisateurs qui ont des wallets actives, contre 105 millions il y a un an, enfin en février, un peu plus d'un an. On voit qu'aujourd'hui, bon, même si ça a une chute faramineuse, mais on était quelques semaines à 2 trillions de capitalisation des marchés des cryptoactifs, contre 700 milliards il y a 2 ans. Et en tout début d'année, on était à 5 milliards de transactions de NFT échangées sur une fameuse plateforme d'échange de NFT OpenSea. Donc tout ça pour montrer qu'on est dans un développement qui est massif aujourd'hui. Et c'est ça que j'appelle aussi la blockchain 3.0. Hein, c'est l'arrivée de la blockchain, des cryptos, des NFT dans le monde réel. Et tous les acteurs aujourd'hui sont obligés de s'y intéresser et commencent à s'y intéresser avec plus ou moins de maturité, avec plus ou moins de stratégie. Mais on voit qu'aujourd'hui, quelques exemples hein, de marques connues, Nike, qui a annoncé il y a quelques semaines l'acquisition d'une start-up RTFKT pour 300 millions de dollars, hein, une start-up qui développe des NFT en fait, des NFT et qui a une capacité à travailler un peu sur de la 3D pour faire des NFT jolis en 3D. Carrefour qui a annoncé l'acquisition de terrains sur des métaverses, mais suivi par Leclerc, par Casino, par énormément d'acteurs qui suivent. Aussi des artistes, Booba, qui a vendu pour 700 000 € de NFT associé à un album. On a vu la semaine dernière Cannes qui a vendu pour quelques milliers d'euros de bouts de la croisette. On a Gucci qui a lancé aussi des drops de NFT, qui accepte les crypto-monnaies dans un certain nombre de pays, dans ses magasins. Bon, on pourrait dire que c'est des marques de luxe qui surfent un peu sur le sujet, mais on voit que Gap aussi a lancé ses premières collections de NFT. Donc là, on est sur des acteurs grand public. Decathlon a lancé aussi ses premières chaussures associées à des NFT il y a quelques semaines. Adidas, qui lui aussi, un peu comme Nike, qui a investi des millions d'euros, notamment dans l'achat de parcelles dans des métaverses comme Sandbox. Et ce qu'on voit dans tous ces projets-là, c'est que la blockchain est présente. Elle est présente déjà parce que aujourd'hui, les métaverses utilisent les crypto-monnaies comme source de financement, comme source de financement, et utilisent des tokens, des NFT, pour matérialiser des biens au sein de ces mondes-là. D'autres exemples, tout à l'heure je parlais de Nike, Adidas, qui en décembre de l'année dernière a lancé une opération de NFT, une opération marketing, où ils ont réussi à vendre pour 29 620 NFT. Quelques heures après les avoir mis à disposition. Donc à l'arrivée, chaque NFT étant vendu 0,2 Ethereum, ça leur a permis d'encaisser 22 millions de dollars sur une opération. Donc une opération qui a coûté beaucoup moins cher que 22 millions pour la créer, ça c'est sûr. Gros coût marketing, mais aussi gros coût financier, on analyse bien. Et c'est au même moment que Nike a annoncé l'acquisition de la start-up pour 300 millions de $. On voit que des acteurs comme grande marque comme Samsung, qui a dévoilé aussi son projet d'ouverture de magasins dans les NFT, dans les métaverses, excusez-moi, Decentraland.
et qui, pareil, vient avec des actions, des opérations liées à des NFT. Donc les métaverses vont utiliser les cryptos comme identifiant, wallet comme identifiant, vont utiliser les cryptos comme moyen de financer, et les NFT vont être utilisés pour faire le lien entre les objets qu'on va afficher dans ces mondes-là et les objets qu'on va pouvoir voir dans la vie réelle. Comme De Vialet qui a lancé des opérations de création de NFT aussi pour mettre en lumière leurs produits. Donc De Vialet, c'est une fameuse marque de son, hi-fi, qui, grâce aux technologies blockchain, où il n'y a pas de son, a pu se mettre dans le métaverse, a pu créer des NFT qui reproduisent fidèlement le design de leur enceinte, donc qui permet de pouvoir voir ces enceintes-là dans des mondes virtuels, dans les métaverses, qui permet d'acheter ces enceintes dans ces mondes-là, de pouvoir les acheter grâce aux crypto-monnaies, et associé à ces NFT, on va pouvoir avoir le double physique, mais on va pouvoir aussi bénéficier de services complémentaires, d'abonnements, de participation au club de la marque. Donc c'est un peu l'introduction de la blockchain 3.0 quand elle vient s'initier justement dans les interactions entre des process physiques et digitaux. Autre exemple de déploiement dans le métaverse d'une marque qui est Dom Pérignon, qui elle aussi est venue créer des NFT qu'on va pouvoir acheter dans le métaverse. Donc ils vont reproduire sous format 3D leur bouteille. Ouais, et tout ceci grâce à la blockchain. Donc ça fait 20 ans qu'on peut faire une galerie comme ça, numérique, 3D, pour mettre des bouteilles, mais sans la blockchain, on ne savait pas monétiser les actions, on ne savait pas rendre ces objets uniques, et on ne savait pas mettre un certificat derrière un NFT qu'on va acheter parmi d'autres dans ces lieux. Un exemple, je pense encore, je vais faire l'impasse. Voilà, donc la blockchain aujourd'hui est une vraie passerelle, et c'est là où la blockchain 3 est vraiment une passerelle entre le Web 3 qui se développe avec des nouveaux mondes plus évolués que précédemment, métaverses qui permettent d'avoir une représentation 3D aujourd'hui, voire sur d'autres sens que ce qu'on connaît du web. Et le monde physique. On va pouvoir aujourd'hui, on peut acheter des NFT dans des métaverses, mais on peut aussi acheter des NFT dans des boutiques physiques. Voilà. Et dans le monde du commerce les usages de la blockchain sont nombreux. Rapidement, pour en citer quelques-uns, les wallets, aujourd'hui, les wallets, en fait, c'est un identifiant universel qui est le moyen d'authentification dans le Web 3, on va dire, dans le monde des blockchains et des crypto-monnaies, et qui vont avoir tendance aujourd'hui à remplacer les modes d'authentification qu'on peut avoir dans la vraie vie. Pourquoi aujourd'hui utiliser une carte de fidélité quand on peut accéder à des informations liées aux wallets des utilisateurs? Parce que quand on voit que les marques aujourd'hui se mettent tous à être visibles dans des lieux comme les métaverses, à partir du moment où vous achetez un NFT auprès d'une marque, vous allez
vous allez donner votre adresse de wallet. Et cette adresse de wallet aujourd'hui va permettre de pouvoir potentiellement lister tous les tokens que vous avez, tous les NFT que vous avez sur votre wallet. Et donc ça ouvre des perspectives. Je vais en revenir ensuite. Donc la wallet aujourd'hui devient un portefeuille numérique, un moyen d'identification. On peut s'en servir pour gérer des programmes de fidélité qu'on a aujourd'hui traditionnellement sur des cartes simples ou sur des mécanismes simples. Aujourd'hui, nous on prédit que aujourd'hui les marques, les retailers fonctionnent beaucoup sur le CRM, donc le Customer Relationship Management. C'est-à-dire qu'elles font tout pour connaître leurs clients, elles font tout pour que les clients s'inscrivent à un programme de fidélité, programme de marketing relationnel. Elles font tout pour leur demander des informations. Elles font tout pour suivre des informations sur ces clients utilisateurs. Aujourd'hui, on pense qu'on va s'orienter vers nous on appelle ça l'Asset Relationship Management. C'est-à-dire que à partir du moment où vous utilisez des wallets et vous partagez via ces wallets les NFT que vous avez acquis, vous allez partager avec ces différentes marques une vision des autres marques que vous utilisez, des autres retailers que vous utilisez. Donc c'est un moyen aussi d'avoir une vision sur les utilisateurs. Donc ça c'est petit à petit ça va remplacer des mécanismes traditionnels. Voilà, donc les usages sont nombreux et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec plus ou moins de réussite, on voit que tous les acteurs aujourd'hui du retail et des marques plongent. Et on n'est qu'au début. Et ça ouvre des perspectives assez intéressantes en termes d'usage, de traçabilité, d'éco-responsabilité. On voit qu'on est sur des modes aujourd'hui en termes nouveaux, en termes de consommation, de plus en plus d'économie circulaire. Et donc besoin de plus en plus de gérer de la traçabilité. Et on voit que de plus en plus la blockchain, les NFT sont utilisés dans ces cadres-là. Des questions ? Je vais passer du coq. Ah. Oui. La blockchain et les smart contracts. Un NFT à la base c'est un smart contract. Donc dans blockchain, wallet, smart contract, wallet, crypto-monnaie et smart contract. Voilà, donc des exemples d'usage. Je suis bien le timing. Je vais arriver sur la dernière partie, qui était la partie que je devais aborder initialement, et qui montre justement l'étendue des usages de la blockchain, notamment sur ce cas d'usage sur lequel on travaille depuis maintenant 3 ans avec IOP. Donc, comme je vous ai expliqué au tout début, on est éditeur de logiciels. Et nous, on s'est penché sur la blockchain en 2014. En 2014, on crée des logiciels pour les marques, les retailers. Et on a identifié 2 cas d'usage qui nous semblaient très intéressants vis-à-vis de la blockchain, notamment sur ses propriétés permettant la traçabilité. On avait un cas d'usage lié, nous on met en place des systèmes tout ce qui est système d'encaissement dans les magasins.
une nouvelle réglementation qui arrivait en France, qui visait à lutter contre la fraude à la TVA et demandant aux éditeurs d'implémenter un mécanisme permettant de démontrer qu'on n'aura pas pu modifier, altérer des transactions, des factures sur des points de vente. Et on s'était dit, la blockchain, ça peut être intéressant. Et on travaille aussi sur tout ce qui est système qui permettent de gérer tout ce qui est programme de fidélité, programme de marketing relationnel, systèmes qui permettent d'identifier les clients, de gérer des informations sur ces clients-là, et qui étaient impactés fortement par tout ce qui était nouvelle réglementation autour des données personnelles, donc RGPD, GDPR, où là on a besoin, lorsqu'on a des systèmes qui gèrent des données personnelles, de mettre en place des mécanismes permettant de tracer les consentements des clients, aussi bien sur l'accès aux données, et aussi sur les traitements qu'on effectue sur ces données. Donc ça c'était en 2014. Moi j'étais responsable innovation dans l'entreprise et on avait identifié la blockchain comme un sujet intéressant. Et on s'est dit, allons-y, testons la blockchain pour implémenter ces cas-là. Et on a mis une petite équipe de développeurs, on a commencé à développer, à faire en sorte que nos logiciels s'interfacent avec la blockchain, et on s'est rapidement rendu compte, ce que je vous disais tout à l'heure, que les technologies étaient jeunes, et que c'était pas si simple que ça en 2014 de les implémenter dans un process industriel. Et nous avions, nous, des contraintes de déploiement de ces systèmes. Nos logiciels sont déployés à des dizaines, centaines de milliers d'exemplaires chez les clients. Et donc on savait qu'en 2016, on devait faire des déploiements massifs de nos logiciels chez nos clients. Et on s'est rendu compte rapidement, au bout de 6 mois, que la blockchain, ça ne marcherait pas. Ce serait trop dangereux. On a abandonné nos travaux dans ce contexte-là. On a résolu nos problèmes par d'autres moyens. Mais on s'est dit, il y a vraiment du potentiel sur la blockchain, sur les usages. Et pour travailler à l'industrialisation de nos projets, il faut que nous travaillions sur une couche, une couche technique qui soit fondation, qui nous permette d'être multi-blockchain, de pouvoir facilement passer d'une blockchain à une autre, et d'être cross-blockchain, pouvoir adresser plusieurs blockchains simultanément. Et c'est sur quoi on travaille depuis quelques années. Voilà, quand on parlait d'interopérabilité tout à l'heure, on y travaille d'une manière différente, neutre par rapport aux blockchains. Et en 2018, on a décidé de partager nos travaux avec la communauté, une communauté académique, mais aussi une communauté de start-up, pour leur faciliter leur projet blockchain. Et c'est comme ça qu'on a rencontré IOP, qui était une association en 2019, que j'ai rencontré sur Paris, et qui portait un projet que je vais vous décrire. Et depuis, on travaille ensemble sur ce projet-là. Donc, le pourquoi de IOP, c'est parce qu'en 2019, en France, il y a eu 16 470 hommes, 125 840 femmes qui ont été victimes de violences conjugales. En 2019, il y a eu 27 hommes, 146 femmes qui ont été tués par leur conjoint. Lorsqu'on analyse les chiffres, en 2018, en France, il y a eu pourtant plus de 19% de plaintes pour viol, et pourtant, il y a eu 40% de condamnations pour viol en moins. Quand on analyse les chiffres, on sait qu'aujourd'hui, que sur 1000 victimes de viol, il y en a une centaine qui portent plainte. On sait aujourd'hui que c'est très compliqué pour que les plaintes aboutissent, et donc on sait que certainement il y a 900 personnes qui n'ont pas cette démarche de porter plainte parce qu'ils savent aujourd'hui que c'est une démarche très compliquée et très complexe. Mais sur ces 100 personnes qui portent plainte, on sait aujourd'hui qu'il y a 73 plaintes qui sont classées sans suite par manque de preuves,
quasi immédiatement. On sait que 10 plaintes sont classées sans suite après enquête préliminaire par manque de preuves. On sait que 16 plaintes sont requalifiées comme délits mineurs par manque de preuves. Et à l'arrivée, on estime qu'il n'y a qu'une seule personne qui est condamnée. Et le constat, c'est par manque de preuves, faute de preuves. Et quand on analyse bien, hein, c'est que par manque de preuves, faute de preuves, aujourd'hui, on estime que 90% des plaintes pour agression sexuelle ou harcèlement au travail sont classées sans suite, que par manque de preuves, 70% des féminicides auraient pu être évités si les plaintes qui avaient été lancées auraient été jusqu'au bout. Et en fait, on a 70% des plaintes qui avaient été classées sans suite par manque de preuves. On sait que 80% des plaintes pour violence conjugale sont classées sans suite. Et c'est vraiment sur ce sujet, ce problème de manque de preuves, que l'équipe qui a créé IOP a essayé d'apporter, de contribuer à essayer de trouver une solution. Et la solution, ça a été de créer une application mobile, aujourd'hui une application mobile, couplée à la blockchain, donc qui va permettre une application intelligente, qui va permettre de gérer des captures de preuves de manière intelligente, des captures de preuves audio, vidéo, photo. De manière intelligente, c'est qu'au moment où ces preuves-là, quand elles vont être acquises, elles vont être automatiquement transférées à un coffre-fort sécurisé dans la blockchain, automatiquement supprimées du périphérique, du smartphone qui va faire cette acquisition-là. Intelligent parce qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes pour gérer le lancement de du déclenchement de ces acquisitions de preuves par des petits objets miniatures qui ne sont pas visibles. Donc une fois que ces preuves sont capturées de manière intelligente, elles sont stockées dans un coffre-fort numérique, sécurisé via la blockchain qui va permettre de démontrer que ces données-là n'ont pas pu être modifiées, altérées depuis leur acquisition. Et avec un mécanisme qui permet de transférer ces preuves à la chaîne pénale lorsque les victimes souhaitent lancer une procédure, parce qu'on sait que souvent c'est des violences qui font l'objet qui sont aussi des violences psychologiques qui font que souvent les victimes prennent beaucoup de temps avant de lancer des procédures, porter plainte. Et donc il est important de gérer ce mécanisme de différer dans la remontée des preuves. L'idée est d'en avoir un mécanisme qui permet de faire des acquisitions de preuves sans aucune intermédiation humaine, aucun risque de falsification de ces données-là, permettant aux victimes d'apporter la preuve de ce qui leur est arrivé au moment voulu. C'est une application qui a été lancée plein confinement en fait, mais qui a eu très rapidement des appuis. L'idée étant que l'application soit ouverte à tout le monde, qu'elle soit gratuite et accessible à toutes les victimes. Très rapidement, il y a la Banque européenne d'investissement qui a été séduit par le projet, qui a apporté des financements au projet. Plusieurs associations adossées à des grands groupes comme le Kering, Fondation pour les femmes, le fonds WeCare ou le fonds pour les femmes de L'Oréal ont aussi contribué au financement de ce projet qui continue à avoir l'appui de ces partenaires-là. Ce qui a permis de lancer une première application en août 2020, entre les deux premiers confinements. Donc application qui est téléchargeable, vous pouvez tous télécharger, qui est accessible sur le Google Play, sur l'App Store,
qui est labellisé aujourd'hui ONU Femmes Génération Égalité, qui est labellisé par qui a un agrément CNIL hein, sur son process d'acquisition de données par rapport à l'application, et avec aujourd'hui des pilotes en cours sur certains territoires, pilotes en cours notamment en région parisienne, plusieurs villes, plusieurs départements qui ont lancé des opérations pilotes pour impliquer les acteurs de leur écosystème, donc associatifs, forces de l'ordre, magistrats dans la démarche, aussi communication vers les victimes, sachant que on est encore aujourd'hui sur un dispositif qui est tout nouveau et qui reste qui a un accueil favorable de beaucoup d'acteurs, forces de police locales ou acteurs comme Agras, l'ordre des avocats, mais qui n'a pas un soutien vraiment national des différentes chancelleries, il y a les pour et il y a les contre. Donc, comme beaucoup de sujets dans la blockchain et les crypto-monnaies, on est encore sur des cadres compliqués et donc on est encore dans des phases d'expérimentation et de déploiement. Sachant que il y a un travail de... Excusez-moi, je sais pas pourquoi. Il y a un travail de terrain qui est fait, sachant que c'est un dispositif qui est complémentaire à beaucoup d'autres dispositifs existants. Donc on voit que ces derniers mois, dernières années, il y a eu beaucoup d'initiatives contre ce fléau, d'initiatives pour écouter, orienter, accompagner, éduquer sur ces sujets-là, beaucoup de dispositifs pour alerter, signaler, appeler au secours. Il y a des cadres aussi législatifs qui se sont endurcis. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actions, beaucoup de cadres. IOP est complémentaire à beaucoup d'autres cadres en venant travailler sur l'acquisition de preuves. Aujourd'hui via une application smartphone, mais avec des projets en cours aussi pour gérer des acquisitions via des objets connectés, via des enceintes, on élargit les canaux d'acquisition, le mécanisme de base étant de pouvoir avoir une récolte de preuves automatisée et sécurisée, traçable et permettant de démontrer qu'on n'a pas pu avoir altéré les données. Avec tous les aléas que ça peut avoir dans un cadre réglementaire, juridique, on va garantir qu'effectivement une portion de preuve qui a été acquise n'a pas été modifiée. Par contre, on ne peut pas garantir ce qui s'est passé avant, on ne peut pas garantir ce qui s'est passé après. Et voilà. Et donc on a une application, vous pouvez la télécharger qui est très simple d'utilisation. On se connecte, on crée un profil. On a un paramétrage par défaut qui est conforme à la CNIL, qui fait que la CNIL, quand on met en place une application, les données, on doit pouvoir les supprimer à tout moment. Donc, pour parer à ça, malgré que le fait qu'on utilise la blockchain, on a par défaut un paramétrage qui fait que les données, avant d'être transférées au coffre-fort, vont passer par le coffre intermédiaire qui permet à tout moment de supprimer les données par les utilisateurs. C'est ce qui nous permet d'avoir un agrément CNIL, DPO, et faire en sorte que l'application soit validée et agréée. Par contre, lorsqu'on travaille avec des avocats qui justement cherchent à mettre à disposition cette application auprès de leurs clients, victimes potentielles, ces avocats de suite vont dire non, le paramétrage par défaut, il faut que ce soit un paramétrage qui fait que les données soient automatiquement transférées vers la blockchain, qu'on puisse plus supprimer du dispositif local. Et donc, c'est des paramétrages qu'on ne peut pas mettre par défaut si on veut être conforme à la CNIL et à l'RGPD. Mais l'application le permet et permet de le faire.
Et après, une fois qu'on a bien mis ces paramétrages-là, on peut acquérir des preuves qui sont automatiquement remontées, transférées, et avec une process de génération de clés, de transmission de ces données-là à la chaîne pénale. Et avec toutes les expérimentations qu'on a aujourd'hui dans différents territoires, on accompagne aussi ces expérimentations, en plus des actions de mise à disposition de l'application. On va accompagner ça avec des campagnes de communication sur le dispositif, sur tous les acteurs d'un territoire, associations, CCAS, commissariat, gendarmerie, santé, pour que le maximum de victimes potentielles puissent installer l'application. Souvent, nos partenaires de territoire, villes ou départements en profitent aussi pour lancer des campagnes de sensibilisation de leurs usagers, sur le sujet. Voilà, donc ça génère à côté, en plus de l'application en tant que telle, ça génère un accompagnement des acteurs et des territoires sur la sensibilisation des victimes potentielles sur l'intérêt d'utiliser l'application.